Si je rentre dans les substances maintenant, bah, les substances actuelles, la photographie, c'est ça, c'est le cannabis. C'est un problème chez l'adolescent et la population vulnérable, psychiatrique par exemple. La cocaïne et le crack, hyper présents. C'est fini, la cocaïne, c'est la drogue de l'élite sociale, ça c'est terminé. Et le crack, c'est fini, c'est la drogue du sans-papier marginalisé à Stalingrad. Il y en a, d'ailleurs ça a fait du bruit, mais il n'y a pas que. Moi je reçois des patients qui fument du crack et qui sont chefs d'entreprise. Vous voyez ? Cette idée reçue du crack aussi, on vous dit, ouais, le crack, t'en prends une fois, t'es foutu. C'est pas vrai. D'accord ? Puisque ça suit exactement ce que je vous ai dit au début du topo. Ça s'installe doucement, etc. La MDMA, vous connaissez la MDMA ? L'ecstasy, c'est comme l'ecstasy, hein, ça vous parle ? Ben, c'est une drogue populaire dans le milieu jeune et festif. Les opiacés, l'héroïne, il n'y en a quasiment plus. C'est quoi maintenant ? Ben, c'est les médicaments antalgiques, opioïdes, d'accord ? Tramadol et tout ça. Ça vous parle ? Ça, c'est devenu les nouvelles drogues. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'hôpital ? On voit des gens qui n'ont aucun antécédent d'addiction, qui se sont fait opérer, du dos, de ce que vous voulez, ils se sont fait opérer, on leur a donné des médicaments, et certains sont devenus addicts à ces médicaments opioïdes qui se comportent comme l'héroïne. Vous avez aussi un marché de nouvelles drogues de synthèse qui existent sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des drogues synthétiques qui miment toutes les drogues connues. Il y a des drogues de synthèse, par exemple les catinones de synthèse, ça mime la cocaïne, les amphétamines, etc. Vous avez toutes les drogues connues sont vendues sur Internet. Alors, je ne vous encourage pas à les acheter, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète, et c'est hyper dangereux. Mais ces drogues-là miment les drogues qu'on connaît. Et vous avez une autre drogue addictive qui est la méthamphétamine. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore, mais elle est apparue quand même en France. Et dans cette slide, j'aurais dû rajouter deux choses. Il y a le problème du protoxyde d'azote, les gaz hilarants, vrai problème, chez les jeunes, vrai problème. Et vous avez déjà vu les cartouches dans les rues par terre, cartouches qui servent pour les siphons de chantilly, etc. Et l'autre problème actuel aussi qu'on a chez les jeunes, là, en ce moment, c'est le GHB, qu'on appelait la drogue du viol, mais c'est pas du tout une drogue du viol. GHB, qu'on retrouve un peu dans les soirées, vous savez, ils mettent un peu de GHB, c'est du liquide, dans les verres des jeunes. Les jeunes boivent et ils savent plus où ils sont. D'accord ? Deux nouveaux problèmes qui sont réapparus. Pour les comportements, bien évidemment, il y a tous les comportements qu'on a chez l'humain qui peuvent devenir addictifs. La sexualité, le chemsex, donc le chemsex, c'est on mélange les drogues avec le sexe, c'est-à-dire qu'on prend des drogues pour être performant sexuellement. Il y a le trouble du jeu vidéo, l'addiction au sport, les achats pathologiques, le trouble du jeu de hasard et d'argent, l'addiction au sucre. D'accord ? Donc tous les comportements qu'on peut avoir classiquement peuvent être détournés au profit de la maladie. Je vous parle rapidement de cannabis, parce que c'est un vrai problème chez les jeunes. Je ne parlerai pas de dépénalisation et légalisation, même si je suis pour la légalisation contrôlée à partir d'un certain âge, etc., et dans certaines conditions, mais je ne parlerai pas de ça. Je vais parler du produit et des risques. Donc le cannabis, vous connaissez, vous avez sûrement fumé. Donc ça existe sous différentes formes, l'herbe, la résine, le shit, ou l'huile. Quand on fume un joint, il y a plein de choses dans cette consommation. Il y a quoi ? Il y a les agents du tabac, tous les agents cancérigènes, etc. Il y a le THC. Le THC, c'est ce qui est responsable de l'addiction au cannabis. Dedans, il y a de la nicotine, puisque c'est mélangé du tabac, c'est responsable de l'addiction au tabac. Et surtout, il y a le comportement de consommation. Quand vous fumez un produit, la combustion du joint entraîne du monoxyde de carbone, du CO, et ça attaque votre sang et vos muscles. D'accord ? Et ce cannabis, avec cette addiction, quand vous fumez, ça entraîne un phénomène d'intoxication. D'accord ? Ça arrive dans les 2 heures qui suivent la consommation. Et vous voyez, il y a toute une cinétique. Dans les 5-10 premières minutes, vous avez le cœur qui bat vite, la bouche sèche, des nausées. Certains peuvent avoir des angoisses, de la peur. Entre 20 et 60 minutes, il y a des signes thymiques. On est euphorique, on rigole, on est apaisé. Et certains vont dormir. Et après 60 minutes, il y a d'autres signes qui apparaissent. Et pour certains, ça peut être des symptômes délirants. Et ils se retrouvent aux urgences. Pour d'autres, ça peut être des hallucinations. Et pour d'autres, qui n'ont pas de symptômes psychiatriques de ce type-là, ça peut être juste une modification de la perception du temps et de son corps. D'accord ? Quand on fume un joint, il y a des effets à la fois, quand on fume un joint de manière répétée, il y a des effets du cannabis et du tabac, avec des risques pour la santé.
pour le cœur, il y a des risques d'AVC du cerveau. Il y a ce qu'on appelle le syndrome hyperémétique. C'est des gens qui fument depuis longtemps et qui vomissent non-stop. Ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent. Et en fait, ils vont voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste fait un bilan pour les vomissements. Il revient normal. Il donne des petits traitements pour les vomissements. Ça ne calme pas. Il fume, il fume, il fume. Il vomit. Il prend un bain chaud, une douche chaude. Il vomit moins. C'est étonnant quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le cannabis qui entraîne ce syndrome de vomissement. D'accord ? Et l'arrêt du cannabis va arrêter ce syndrome. Alors que les gens sont embarqués dans des bilans sans arrêt, mais il faut faire ces bilans avant de poser ce diagnostic. Bien sûr, fumer, ça entraîne des bronchites, qui peuvent être chroniques, des cancers, et il y a des conséquences aussi gynécologiques, obstétricales pour les mamans fumeuses. Ça entraîne des troubles psychiatriques, d'accord ? Et des troubles addictifs. Donc, troubles psychiatriques, il y a tout ce qu'on connaît en psychiatrie. De la dépression, il y a un risque suicidaire, il y a un syndrome amotivationnel, les sujets ne sont plus motivés pour rien du tout, ils font que fumer. Il y a des crises d'angoisse, il y a des syndromes de dépersonnalisation, on a l'impression que son corps sort de son corps, c'est horrible. Il y a des troubles cognitifs, la mémoire, l'attention, la concentration. Il y a des états délirants, il y a des symptômes paranoïaques, il y a des hallucinations. Mais le cannabis ne rend pas schizophrène et le cannabis ne rend pas bipolaire. Le cannabis va réveiller ou révéler ces maladies psychiatriques. C'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui délire et qui fume, il faut qu'il soit pris en charge sur d'abord la question du délire et en même temps le cannabis. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait qu'un versant. Le plus souvent, c'est les demandes des parents, etc. C'est il fume du cannabis, il est addict au cannabis. Non, il y a ce problème psychiatrique qui est là. Et il faut vraiment le traiter, le dépister pour voir si ça évolue pas en schizophrénie, par exemple. C'est hyper important.